La victime, statut ou statut? Voilà, ça c'est notre thématique maintenant, avec quelqu'un que vous appréciez, que vous connaissez forcément. C'est un touche-à-tout, un boulimique de passion, un glouton de connaissances, et ses prises de parole interpellent. Débat de société sensible, affaires politiques, toujours en première ligne pour la défense de la liberté d'expression, de la laïcité, de la vie privée. Et il nous rejoint avec un autre sujet en toute proximité, la victime. Mesdames et messieurs, la parole est à l'éloquence. Richard Malka, s'il vous plaît. Bienvenue Richard, installez-vous, je vous en prie. On va vous écouter avec beaucoup d'attention. Et puis ensuite, proximité, je vous l'ai dit, plus que jamais, on sera en échange avec des questions que vous pourrez poser à Richard Malka. Bonjour à tous. Alors, ce n'est pas du tout le thème sur lequel j'ai l'habitude d'intervenir. En général, on me demande effectivement de parler de liberté d'expression, de liberté, de laïcité et de toutes les méchancetés que j'ai à dire à l'égard des religions en général et de Dieu en particulier. Mais je suis quand même ravi d'évoquer ce thème. Mais du coup, je ne vous ferai pas de longs développements philosophiques sur cette question de la totémisation des victimes, d'autant que mon rapport à cette question s'est forgé davantage au travers de la perception et de mes expériences de vie, plutôt que par la pensée et par l'intellectualisation. Alors, jusqu'en 2015, je dois dire que j'ai rarement été confronté à toutes ces problématiques de victimes. J'étais avocat en droit de la presse, mes clients étaient des journalistes. C'est pas l'archétype des victimes. Ils sont plutôt, quand ils sont poursuivis, ils sont plutôt combattants. Je faisais aussi du droit pénal, mais plutôt dans des dossiers du type DSK ou François-Marie Bagné. Donc là non plus, on n'est pas dans l'archétype de la victime. Et puis, au niveau sociétal, jusqu'en 2015, on n'était pas non plus encore tombé dans cette course à la victimisation permanente. Les prémices étaient là, les bases étaient posées, on s'engageait un peu dans cette voie-là, mais on n'y était pas encore totalement. Et puis arrive ce malheureux attentat, ce tragique attentat du 7 janvier 2015. Et là, je suis pour la première fois véritablement, personnellement, douloureusement confronté à ces problématiques. C'était très étrange. Je suis arrivé sur les lieux une demi-heure après l'attentat. Vous pouvez imaginer une véritable scène de guerre, les ambulances qui transportaient les victimes, les femmes certaines étaient déjà là, qui hurlaient sur les époux des disparus, l'apocalypse. Je suis à peu près le seul visage connu de Charlie Hebdo à tenir à peu près debout et connu des journalistes. Donc je deviens l'interface des journalistes pendant toute une période. Et là, je constate un phénomène très étrange qui m'est absolument insupportable et qui est que ces journalistes, de manière extrêmement gentille, me parlent comme si j'étais moi-même une victime. Or, je ne l'étais pas. Je n'ai pas pris de balle, je n'étais pas sur place. Et je les vois me parler avec compassion, des trémolos dans la voix, les yeux embués. Et ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable d'abord parce que je trouve ça indécent, dans la mesure où moi, même si c'est mes amis qui sont morts, je n'avais pas souffert autant que ceux qui étaient sur les lieux, évidemment. Et puis, toutes les fibres de mon corps se révoltent contre ça. Parallèlement, je ne veux pas de ce statut de victime. Parallèlement, je vois évidemment les familles qui sont dans la désolation, et ça c'est bien normal. Et puis il y a ceux que vous connaissez, qui ont souffert dans leur chair, pour Philippe Lançon, la moitié du visage arraché, Simon Fischetti, une balle dans la colonne vertébrale, Rhys, une balle dans l'épaule qui le fera souffrir jusqu'à la fin de ses jours. Et ils réagissent tous de la même manière. Au cours des semaines, ils ne veulent pas de ce statut de victime. Ils ne veulent pas être regardés comme victimes. Ça leur est physiquement insupportable. Mais là où c'est intéressant, et c'est un phénomène là que j'ai vraiment découvert à ce moment-là, c'est que plus on s'éloignait de ceux qui avaient souffert,
plus on était amis d'amis ou prestataires de services de Charlie Hebdo, plus alors là on exprimait une revendication à être victime. Une dépression, un mal-être qui était aussi sincère, mais qui nous paraissait vraiment très étrange. J'ai assisté à des scènes assez incroyables où des relations d'amis expliquaient à Rhys, qui devait en être à sa 8e ou à sa 9e opération, à quel point elle souffrait, à quel point tout ça leur était insupportable, et c'était quasiment Rhys qui devait les consoler de ce qu'elle vivait. Alors, c'est un phénomène très étrange, où ceux qui étaient victimes ne voulaient pas l'être, et où ceux qui ne l'étaient pas voulaient l'être absolument. Et là, il y a là un phénomène psychologique qui est assez fascinant. J'ai regardé ça avec beaucoup d'incrédulité, sans comprendre que, et là on est au cœur de notre sujet, sans comprendre que la volonté d'être victime à tout prix, en fait ça donne un sens. Ça donne un sens à une vie. Alors c'est forcément, ça arrive à des gens à des moments où ça ne va pas dans leur vie, mais tout d'un coup, ça leur donne un sens, ça capte l'attention, ça confère un statut, ça provoque la compassion. Et en fait, le problème, c'est que ça a un prix. Et le prix, c'est que quand on veut être victime, eh ben, au bout d'un moment, on devient victime. Et 7 ans plus tard, j'ai rencontré ces mêmes personnes qui, objectivement, au-delà de la peine que tout le monde, et de la douleur et de la souffrance et du traumatisme que ça a pu représenter pour tout le monde, mais qui 7 ans plus tard, parce qu'ils avaient un lien très très ténu avec Charlie, ne s'en sont toujours pas sortis de ce statut de victime qu'ils se sont choisis et dans lequel ils ont en réalité sombré. Et en fait, ça ne pouvait que finir comme ça, parce que comme ce n'était pas vraiment et réellement des victimes, bah du coup, ils ne recevaient pas la considération qu'ils attendaient et qu'ils pensaient être dus à leur statut. Et ça a créé une infinie frustration parce qu'ils ne seront jamais reconnus comme victimes alors qu'ils se vivent ainsi. C'est toute la problématique de ce positionnement. Alors ça, c'est mon expérience personnelle, mais parallèlement à cela, et à la même époque, j'ai commencé à constater dans les salles d'audience, dans les tribunaux correctionnels, dans les cours d'assises, la pénétration de cette idéologie victimaire, la place de plus en plus grande que prenaient les victimes dans un procès pénal. Alors il y a les victimes, et puis maintenant il y a les associations de victimes, et puis alors dans ces procès terroristes, ça déséquilibre complètement le procès, parce que au procès Charlie Hebdo, il y avait une centaine d'avocats de victimes. Au V13, le Bataclan, ils étaient près de 400. Celui de Nice, ça sera pareil. Donc on ensevelit complètement et le ministère public qui représente le parquet, où il y a 1 ou 2 représentants, et la défense, où il y a une dizaine d'avocats. C'est la loi du nombre. Et ça déséquilibre complètement le procès. Ça n'a rien d'évident. Il y a d'autres systèmes judiciaires, et en particulier les systèmes anglo-saxons et celui des États-Unis, où les victimes n'ont pas le droit d'être au procès pénal. Le procès pénal, il concerne le procureur, le représentant de la société, et l'accusé. La victime n'y a pas sa place. Il y a un autre procès ensuite sur les intérêts civils, où là, c'est le procès de la victime. Mais dans ces systèmes-là, on n'a pas voulu que la victime intervienne dans le procès pénal parce qu'on a pensé que l'émotion allait perturber la règle de droit. Et pour paraphraser Bismarck, qui disait que la force prime le droit, là, on peut se demander si ce n'est pas la sensibilité qui prime le droit. Et c'est aussi toxique pour l'application des règles juridiques et pour l'état de droit. En France aussi, la victime n'a pas toujours eu sa place dans le procès pénal, et il y a eu de longues périodes de notre histoire, pas si éloignées, où la solution qui avait été trouvée, c'était la même que celle des États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire que la victime n'avait pas sa place dans le procès pénal, elle avait ensuite un procès civil. Et puis, je vous parlais du nombre de victimes. C'est aussi un problème que de procéder à l'extension infinie de la reconnaissance du statut de victime, parce que
Moi, pour reprendre mon exemple personnel, à un moment, on m'a demandé si je voulais pas être partie civile, pas toucher une indemnisation du fonds de garantie, mais ça me paraissait complètement surréaliste. On s'arrête où? Il y a les familles, évidemment, là c'est complètement légitime qu'on les indemnise, mais après il y a les cousins, et puis il y a les cousins de cousins, et puis il y a les amis, et puis il y a les amis d'amis, c'est sans fin. Et il y a bien un moment où il faut mettre une limite, et ces dernières années, la limite a été repoussée de plus en plus loin, de plus en plus loin. Là encore, pour être gentil, par compassion, parce qu'on voit la peine, parce qu'on voit... Mais c'est en même temps compliqué de fixer des règles juridiques, et y compris d'indemnisation, sur le fondement de la peine que ressent quelqu'un qui était peut-être à 3000 km de là au moment de l'attentat. Et si je vous parle de ça, c'est que la question s'est posée. Et puis cette aspiration victimaire, cette extension sans fin de la place des victimes, elle a rencontré cette idéologie victimaire dont je vais maintenant vous parler, et qui est pour moi un véritable poison pour une société. Ce que je veux dire, c'est que être victime, en fait, c'est un choix. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas une vie humaine où on n'a pas été victime. Ça n'existe pas. Malheureusement, c'est notre condition humaine. Vous avez tous, dans votre vie, été victime de quelque chose, d'une discrimination, d'une agression, d'un accident, d'une injustice, de harcèlement, d'attentats, de choses terribles. Mais on ne peut pas traverser une vie humaine sans avoir été victime de quelque chose à un moment ou à un autre. Vous êtes tous minoritaires de quelque chose, à raison de la couleur de votre peau, de votre religion, de votre sexualité, de je ne sais quoi. Mais on peut tous se reconnaître, et comme étant victime, et comme appartenant à une minorité. En fait, c'est un choix. On choisit de se positionner comme victime, et après, et là, ça devient vraiment dangereux, on en fait une identité. C'est-à-dire qu'on a de quelque chose de malheureux qui peut vous arriver dans votre vie, et on a tous connu ça, et on choisit de tourner autour de ça. Et pour moi, alors c'est aussi parce qu'on n'a pas les ressources parfois pour faire autrement, mais il y a quelque chose quand même d'un peu parfois narcissique dans cette démarche-là. On en fait une identité, et on porte cette identité en étendard. Et cette identité-là vous permet ensuite de multiplier des revendications, des dénonciations, des délations, parce que tout, et là l'idéologie victimaire qui traverse notre société rejoint la question aussi de cette appartenance revendiquée, exaltée aux minorités, parce que vous êtes victime, vous êtes minoritaire, donc vous n'êtes jamais responsable de rien, donc c'est toujours l'autre qui a tort. Quand on est victime, on a toujours raison. On ne peut pas se remettre en cause. On n'y arrive pas. Et ça provoque des comportements extrêmement dangereux. Vous êtes victime, alors vous pouvez... et vous êtes minoritaire, donc vous êtes dans le bien quand vous brûlez des livres au Canada, ou quand dans une université française, on brûle les livres de François Hollande, qui n'est quand même pas la personne la plus dangereuse au monde. Vous êtes victime, vous êtes sensible, vous êtes dans une minorité, donc vous créez une société où la simple contradiction devient une agression, devient une offense. Et ça crée un entre-soi qui est complètement névrotique, où on veut travailler dans des ateliers racisés. Donc rester entre soi, ne pas être confronté à l'autre, refuser l'altérité, ou on veut créer ce qu'aux États-Unis on appelle des sensitivity riders. Je ne peux pas m'empêcher de revenir sur mes thématiques de liberté d'expression. Vous savez, c'est des gens qui relisent chaque livre maintenant aux États-Unis pour vérifier qu'il n'y a pas un mot qui va heurter ou offenser telle ou telle personne, telle ou telle catégorie ou telle minorité. On demande l'interdiction de pièces de théâtre qui remontent à l'Antiquité. On demande à ce que des tableaux soient sortis des musées. Enfin, la liste des revendications ne cesse jamais. Toute offense devient insupportable. Or, là encore, la vie, c'est d'être offensé. La vie, c'est l'échange. La vie, c'est d'être heurté
dans ses convictions. C'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on se nuance, c'est comme ça que se fait la civilisation. Parce que sinon, c'est le seul rempart au fanatisme. Or, on n'accepte plus. Au moindre propos un peu blessant, je rappelle que pour la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression, c'est ça. C'est tout ce qui heurte, qui choque, qui blesse. C'est nécessaire. Et là, on le vit comme une agression. Et on devient une minorité oppressée, une victime, et on hurle et on revendique. Mais ça, c'est rien. Et j'arrive au bout de mes petites observations. Au final, quand on va au bout de cette idéologie victimaire, ça crée des vrais soucis pour une société. C'est une arme de dislocation redoutable de toute société. D'ailleurs, ça a été théorisé, conceptualisé comme tel par de nombreux mouvements. Depuis la nuit des temps, l'idéologie victimaire est une arme aux mains des bourreaux. Comment on fait pour transformer le peuple, je parle de l'Allemagne d'avant-guerre, le plus raffiné de la Terre, le plus cultivé, comment on fait pour transformer ces gens-là en horde de nazis? C'est la thématique de l'humiliation. Vous êtes un peuple humilié, vous êtes un peuple bafoué, vous vivez l'injustice, on vous marche dessus, on vous crache dessus, tout ça est très injuste, vous avez des ennemis à l'extérieur, vous avez des ennemis à l'intérieur, donc il faut réagir, et il faut réagir violemment. C'est ça la propagande qui lave les cerveaux, qui transforme des êtres humains qui on a tous une aspiration au bien. L'être humain est constitué comme ça. Aucun être humain ne se dit qu'il fait le mal, à part les psychopathes. Mais sinon, les pires monstres, les pires dictateurs, les inquisiteurs, quand ils brûlent des sorcières, se disent qu'ils sont du côté du bien. Ils ne se disent pas qu'ils sont du côté des ténèbres. Les révolutionnaires, quand ils coupent des têtes à la chaîne, ils se disent qu'ils sont du côté du bien. Vladimir Poutine se dit certainement qu'il est du côté du bien, avec cette même thématique d'ailleurs. C'est toujours la même chose. L'OTAN est méchant, l'OTAN est injuste, nous sommes humiliés, il faut retrouver la fierté, la grandeur de la Grande Russie. C'est comme ça qu'on lave les cerveaux. Cette idéologie victimaire, elle est à peu près à l'œuvre dans tous les génocides. C'est Radio Mille Collines qui, au Rwanda, pendant des mois, pendant des années, prépare les cerveaux sur cette même thématique de l'humiliation des Hutus par les Tutsis, ce qui fait qu'on retourne les esprits et qu'à un moment, les mains se saisissent de machettes. Cette idéologie victimaire, c'est aussi celle qui fait abandonner à un peuple, le nôtre et d'autres, qui se sont battus pendant des siècles pour obtenir des droits, et en particulier les droits de s'exprimer librement, le droit d'exprimer des critiques, y compris à l'égard de la religion et du Dieu. Nous sommes le premier pays au monde, en 1791, à avoir acquis ce droit révolutionnaire qui est issu des encyclopédies, des Lumières. Et ben c'est aussi sur le fondement de cette idéologie-là que quand il y a un problème, et je parle des caricatures, et là je suis en 2007-2008, absolument tout l'arc-en-ciel politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, trouve des représentants pour dire, mais en 24 heures, pour dire on pourrait peut-être abandonner le droit aux caricatures, faut pas mettre de l'huile sur le feu, si c'est le prix à payer pour avoir la paix, faut l'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il faut pas blesser. Il faut blesser personne, il faut heurter personne, il faut respecter. Eh ben non, on respecte les personnes, on respecte pas les croyances, on respecte pas les idéologies. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez du communisme, du capitalisme, du judaïsme, de l'islam, du christianisme. Et heureusement. C'est un droit chèrement acquis, là encore. C'est ce qui nous protège de l'idolâtrie et du fanatisme et de l'obscurantisme. Parce que c'est à ça que ça nous emmène, cette absence le fait de ne plus supporter la contradiction, la critique et l'irrespect à l'égard des idéologies. Et puis cette idéologie victimaire, quand on la pousse à bout, c'est exactement le discours que l'on retrouve, et ça je peux vous en attester, c'est le discours de 100% des terroristes dans les salles d'audience.
Ils deviennent terroristes parce que ils pensent avoir vécu une injustice, parce que on a été méchant avec eux, parce qu'ils se sentent humiliés. Le terrorisme est une réponse à l'humiliation dans leur tête. C'est systématique. Il n'y a jamais un terroriste qui vient en disant « moi j'ai posé une bombe et j'ai mitraillé tout le monde parce que ça me faisait plaisir ». Ils ont tous des raisons à leurs yeux. Ils ont tous de bonnes raisons. Ils pensent tous que c'est parce que la France ou d'autres pays les ont humiliés, s'est mal comporté à leur égard et qu'ils se sont bafoués dans leur être. Comment on devient, et j'en finirai par là, comment on devient, quand on a cette aspiration au bien au fond de soi, comme tout être humain, comment on devient Mohamed Merah? Puis je vais en parler, puis ça me fait plaisir d'en parler à Avignon, où il paraît qu'il y a une municipalité qui se revendique de gauche et qui ne trouve rien à redire à des fresques antisémites. Comment on devient Mohamed Merah? C'est-à-dire comment on fait avec cette aspiration au bien pour aller dans une école maternelle où il y a des petits juifs, pour poser sa mitraillette à bout touchant sur une... je suis désolé de vous parler de ça, mais sur une petite fille de 3 ans, avec des couettes, avec une tétine dans la bouche, pour appuyer sur la gâchette, le tout en se filmant, parce qu'en fait, on en est fier. Comment un être humain arrive à faire cela en se disant que ce qu'il fait est justifié? On l'a aussi. La réponse, elle est dans le procès qui a eu lieu sur son frère. C'est une idéologie victimaire depuis qu'il est enfant. C'est-à-dire que depuis qu'il est enfant, on lui répète qu'il est une victime, qu'il est sujet d'humiliation, de discrimination, qu'on se comporte mal à son égard. Ça rend fou. Ça rend d'abord amer, aigri, et ensuite, cette idéologie-là est vecteur de violence, de colère, de haine. On veut se venger. Et on retrouve cette notion de vengeance de celui qui se pense victime dans toutes ces procédures et dans tous ces procès. Alors cette idéologie, elle est extrêmement pernicieuse. Encore une fois, elle a été théorisée, conceptualisée. C'est une arme de guerre. Elle traverse aujourd'hui toute la société. Elle traverse les entreprises dans lesquelles vous œuvrez. Vous avez une responsabilité sociale aussi face à ce type de revendications et de comportements. Ne vous laissez jamais culpabiliser pour ce que vous n'avez pas fait. Et le meilleur service que vous puissiez rendre à des personnes qui tiennent ce type de discours, c'est de leur expliquer que non, elles ne sont pas des victimes. Merci. Merci Richard Malka. Qui veut réagir parmi voilà, on a Carole Couvert là-bas. Carole, on est dans l'échange. Je sais que Gilles, Gilles de Robien aussi va peut-être réagir. Non. Zut alors. Carole Couvert. Carole, bonjour. Bonjour, merci pour votre intervention. Finalement, dans ce que vous nous décrivez, c'est aussi la nature humaine que l'on est en train de décrypter. Avec pour certains un tempérament fort, un tempérament courageux, qui va permettre face à un traumatisme de réagir, de dépasser la situation que l'on a vécue, et à contrario, des tempéraments plus craintifs, plus peureux, qui face à un traumatisme ne savent pas comment réagir, même s'ils ne l'ont pas vécu en direct. Et finalement, la question que vous nous posez, c'est comment on fait société ensemble, parce que ces profils-là, on les rencontre tant dans l'entreprise, tant dans le public, dans l'univers sportif. Et finalement, nos rôles à chacune et à chacun, c'est d'arriver à les embarquer. Et il est plus facile de se positionner en victime, effectivement, qu'en personne qui va changer, qui va agir. Et donc, ma question, ça va être plutôt par rapport à vos différentes expériences. Comment on arrive à déconstruire le processus ? Parce que notre rôle à tous, il est à ce niveau-là, si on veut avancer. Alors, vous avez raison, c'est pas évident. Il se trouve que j'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais je m'oblige 2 ou 3 fois par an à aller dans des écoles et à parler à des jeunes de 15, 16, 17 ans, dans des zones assez sensibles,
où cette idéologie fait des ravages. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Maintenant, quand vous allez dans une classe, il faut être... Enfin, vous le ressentez. Celui qui n'a pas quelque chose dont il peut se plaindre au titre de son être, il est marginalisé. Il faut être victime. Il faut avoir quelque chose à revendiquer de cet ordre-là. C'est la norme, c'est devenu la norme. Et ils en sont intimement, profondément convaincus. Et donc j'y vais et ils reçoivent l'avocat de Charlie Hebdo et de Mila. Donc pas toujours reçu avec des grands sourires, mais néanmoins on arrive à parler. Et je vous assure qu'en 1 heure, en 2 heures, on arrive à faire on voit des petits éclats de lumière dans leurs yeux s'allumer et ils se disent on peut dire ça, il y a un truc, il y a quelque chose qui s'allume. Comment je fais? Mais le plus simplement du monde, mais c'est ce qu'on n'ose plus faire et dans ces classes-là. Et je le comprends, parce que moi, après, je pars. Mais les professeurs, eux, ils restent. Et c'est compliqué pour eux, parce qu'ils n'ont pas simplement les élèves à gérer, mais ils ont ensuite les parents d'élèves, et puis après, ils ont toute leur administration, et le pas de vague, et l'absence de solidarité totale de l'éducation nationale, et de formation de l'éducation nationale à ces problématiques-là. Il faut leur parler cash. Je vous assure que ça marche. Mais ils n'ont jamais entendu ce discours-là, en fait. Ils n'ont jamais entendu quelqu'un leur dire « Mais arrêtez, c'est horrible de se vivre en victime. Il n'y a pas de vie heureuse possible. Si on se vit comme étant une victime. » Alors, ils sont jeunes, donc ils changent vite, puis ils sont malléables, et puis tout pénètre. C'est plus difficile avec quelqu'un qui a 30 ou 40 ans, mais à cet âge-là, ça fonctionne. Et je leur dis, mais vous êtes victime de quoi? Citez-moi un pays au monde, parce que souvent ce qui revient, ce sont les discriminations et les racismes, mais dans quelle zone géographique du monde, malheureusement, le racisme, ça fait partie, là aussi, de l'être humain. Il y en aura toujours. Mais on est comme ça. On a peur de la différence. Donc il y a des discriminations. Mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas de discrimination en France. Il y en a. Puis il y a du racisme. Mais dans quelle zone géographique du monde y en a-t-il moins? Y a-t-il autant de droits, autant de politiques publiques, autant d'égalité juridique? Il n'y en a pas. Allez en Asie, vous allez voir ce que c'est. Allez au Moyen-Orient. Mais c'est dans des proportions inimaginables. Ça n'existe pas. Par rapport à ce que vous dites, Richard Malka, c'est une manière, vous le disiez, d'exister quelque part. Alors, c'est pas le « je pense donc je suis », mais je peine donc je suis. Ah oui, il y a une démarche qui est totalement existentielle. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Quand on met le doigt là-dedans, mais parfois on n'a pas les ressources psychologiques dans des vraies situations. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de victimes et que c'est facile de s'en sortir. Mais j'ai quand même vu des gens difficiles de vivre pire que ce qu'ils ont vécu. Je ne sais pas, Philippe Lançon, lui, il en est à sa 58e opération. Il a eu la moitié du visage arraché. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Pas une seule fois. Il a vécu un enfer. Jamais. Je n'ai jamais entendu statut ou statut, hein. Donc c'est un choix. C'est aussi un choix. Est-ce que, vous le disiez, ne vous laissez pas culpabiliser parce que vous n'avez pas fait, justement. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de vide qui oblige de plus en plus à prendre parti? Il faut que tu... Oui, mais voilà. Ça c'est la logique, c'est le paradigme qui est utilisé pour inverser totalement les rôles. C'est-à-dire que, c'est l'exemple des terroristes, et puis de bien d'autres discours. On nous dit, mais c'est vos arrière-grands-parents qui ont été colons et qui sont donc responsables. On n'est pas responsable du fait d'autrui. Il n'y a plus aucun responsable vivant de la Shoah. Il n'y en a pas. Les Allemands ne le sont pas. C'est pas eux. Pourtant, il y a cette chose infinie où il faut... C'est infini, on n'en sort jamais. Mais dans ce cas-là, moi aussi, je peux... On a l'exemple de l'Algérie ici, aussi. Hein. Chacun ici a des ancêtres qui ont été bourreaux et puis d'autres victimes. Comment on fait pour s'en sortir? On est responsable de soi-même, de ce que l'on fait. Alors, faut pas oublier l'histoire. Surtout pas.
Il faut la regarder, mais ce n'est pas en termes de responsabilité, de culpabilité. Carole, tu voulais réagir? Oui, juste, en plus, le phénomène que vous nous décrivez est amplifié par la Covid et les confinements successifs que l'on a connus qui ont révélé, il ne faut pas qu'on se voile la face, un certain nombre de névroses. Et on va avoir à gérer ça pendant un certain nombre d'années. Donc il va falloir qu'on soit armé au sens positif du terme. Absolument. Et ça peut faire le lien avec la table ronde précédente, qui est finalement de revenir à une communication positive autour de ce qui marche en France, des atouts de la France. Mais oui, mais alors là, vous avez complètement raison, parce que tout ce que je dis, et ça rejoint, je continue le propos qui était le mien en répondant à votre première question, en fait, là, on est en contre, tout le temps. Alors, je leur explique à ces élèves pourquoi c'est bien la laïcité, pourquoi parfois des pratiques religieuses importées dans les écoles, c'est compliqué. Mais on est toujours en contre. Et à un moment, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir un discours positif, parce que ces gosses, en fait, et alors là, c'est tous les gosses, des quartiers sensibles ou pas sensibles. Il y a un changement radical avec ce que moi, en tout cas, j'ai vécu il y a 30 ans. On en parlait hier à table. On vivait dans une légèreté absolue. Là, ils ont tous peur. Alors, ils ont peur du chômage, de la situation économique, de la situation écologique, de la situation identitaire, et puis maintenant de la situation sanitaire. C'est pas de leur âge. Si on leur offre pas une transcendance, parce qu'il n'y a plus... en tout cas pour une grande partie, il n'y a plus rien qui fait rêver. Les religions, l'Europe, les grandes idéologies, le communisme, le capitalisme, ça fait rêver personne. Donc qu'est-ce qu'on leur offre? Un être humain, ça a besoin d'une transcendance. Mais Robespierre l'avait très bien compris, puisque quand il tourne la page des religions, il se dit, mais avec quoi je vais réunir mon peuple? Donc il crée l'être suprême, ce qui est une religion républicaine. On a besoin de croire à plus grand que soi, et encore plus quand on est jeune. Or, qu'est-ce qu'on leur offre, à part la peur de la fin du monde? C'est pas une transcendance, ça. Donc on se perd, il n'y a plus aucun repère, et c'est névrotique. Et donc ils tournent autour d'eux-mêmes. De qu'est-ce que je suis. Oui, ça s'auto-entretient en fait. L'entreprise peut pas être quelque part. Alors c'est pas quelque chose qui transcende, mais c'est quelque chose qui rassemble et qui peut peut-être aussi donner un sens. En tout cas, dans votre entreprise, dans vos entreprises, bien sûr, elles ont une responsabilité sociale, et je ne sous-estime pas les pressions qui peuvent être les vôtres. Alors de deux ordres, parce qu'on est un peu seul au monde en réalité en France. On est pris en étau entre une idéologie islamiste, politique, et puis une idéologie anglo-saxonne. Et les deux sont contraires à nos valeurs universalistes. Nos valeurs universalistes, c'est de nous concentrer sur ce qui fait que nous nous ressemblons, et pas sur l'exaltation constante de nos différences. À 99,9999%, nous sommes les mêmes. Et donc l'idée, c'est de se concentrer sur ça plutôt que sur le reste. C'est un rêve, en fait. Et c'est un rêve qui permet de vivre ensemble. Mais ça, c'est difficile aujourd'hui à faire valoir dans les entreprises, parce que vous êtes confrontés à des revendications différentialistes, essentialistes, de ma différence. Et je crois... Je veux exister dans le groupe, donc j'affirme ma différence. Et oui, mais au bout du compte, ça disloque. C'est-à-dire que chacun vit de son côté, dans sa communauté. Ce n'est pas le rêve français. C'est un rêve qui mérite d'être défendu. Réaction. Gilles, tu voulais réagir, et après je vous laisse la parole. Non, mais Si. Puisque vous voulez parler cash, moi je vais vous répondre un petit peu cash. Je trouve que vous caricaturez un petit peu les choses, mais volontairement, parce que c'est comme ça aussi que les messages passent. Et donc je voulais vous interpeller un peu sur cette liberté de caricature, bien sûr, dont vous avez parlé. Tous les partis ont annoncé qu'il fallait nuancer les choses, etc. Vous avez écrit, je crois, un ouvrage sur le droit à l'irrévérence. C'est vous qui êtes... Absolument, auteur, hein, éloge de l'irrévérence. Moi, je voudrais savoir où vous mettez le curseur, s'il y a un curseur, entre le droit à l'irrévérence et la blessure. Parce qu'il n'y a pas que la blessure physique, il y a aussi les blessures morales qu'on peut provoquer chez les autres. Et donc, à partir de quand un écrit ou une caricature devient blessure morale, et donc condamnable? Donc, où s'arrête la liberté? Mais monsieur, peut-être que vous me blessez
en me disant ça. Non, je vous interpelle. Oui, parce que maintenant, vous allez avoir la réponse. Oui, mais si je le vis non, mais comme ça, la réponse est facile de votre part. De dire simplement peut-être que vous me blessez. C'est trop commode. Je plaisante, vous êtes évidemment. un avocat d'assises. Mais bien, non, mais je plaisante, évidemment. Allez, pas d'effet en fait, de manche. Tout sur peut le être fond. blessure. Sur le fond. Bien si sûr. je peux me permettre simplement un parallèle. Non, parce que là encore, je vais vous répondre. Vous avez le sens des débats. Hein. Vous voyez, vous voulez me couper la parole au moment où je vous donne mon dernier argument. On est dans l'échange. Alors, Gilles de Robien. Hier, j'avais un échange intéressant, je pense, avec Jean-Claude Mailly sur le droit de grève. En partant d'une émission de télé que j'avais vue il y a 8 jours, avec des gens qui se plaignaient, le droit de grève dans les transports, c'est un service public, ça devrait être supprimé, etc. Mais ils ne savent pas qu'il doit y avoir un certain équilibre entre ce que dit la Constitution et le droit de grève. Eh bien, je pense que le droit de s'exprimer, le droit de caricaturer, le droit d'attaquer par ironie, par humour, etc., a peut-être des limites qui sont la blessure à l'autre. Et où mettez-vous? Non, il n'y a pas de limite. Non, voilà. Donc on peut blesser. C'est pas ce que je vous dis. Si vous dites non, au moment où je vous dis qu'il y a peut-être des limites. Ça ne peut pas être la blessure. J'ai posé ma question, j'ai été un peu long, pardonnez-moi. C'est parce que je suis très impatient de vous répondre, c'est pour ça que je me permettais de vous interrompre. Merci Gilles. Non, mais là, Richard Malka. Bien sûr qu'il y a une limite. Il n'y a pas de droit qui ne connaît pas de limite. Il n'y a pas d'absolu. Mais ça ne peut pas être la blessure, qui est complètement subjectif. Complètement. Mais non, mais les gens sont très susceptibles. Vous savez, aujourd'hui, ils placent la blessure très très loin. Je vais vous répondre. La limite, en fait, elle est légale. C'est la loi qui la pose. La limite de la liberté d'expression, de caricature, elle est simple. Il ne faut pas faire la confusion. Et elle est essentielle, cette absence de confusion-là, entre les mises en cause de croyances et de personnes. C'est ça la limite légale. Non, mais c'est ça la limite légale. Ce que la loi ne tolère pas, c'est le racisme, c'est l'antisémitisme, c'est l'homophobie. C'est-à-dire, c'est l'atteinte à la personne. Sale juif, sale arabe, sale chrétien. Par contre, la critique contre les croyances, ça, là c'est un absolu. C'est-à-dire, le judaïsme, c'est de la merde, l'islam, c'est de la merde, c'est la religion la plus con du monde, c'est l'exemple de Houellebecq qui a été jugé pour cela. Ça, j'ai le droit de dire. Il ne peut pas y avoir d'atteinte aux croyances. La croyance, c'est une fiction à laquelle on a décidé de croire, selon la définition de Nicolas Duchemin, le philosophe. De quel droit vous pourriez m'imposer de respecter vos croyances si vous croyez aux fantômes ou aux Illuminati? J'ai aucun droit à ça. Surtout que ça, en fait, on n'en finit pas. Parce qu'il n'y a pas une seule personne qui a les mêmes croyances que l'autre ici. Donc si je dois respecter toutes les croyances de chacun, en fait, il n'y a plus de liberté d'expression. Donc la limite légale, elle est celle-là. Pas d'atteinte aux personnes, mais alors une liberté de critique des croyances et des idéologies qui est totale. C'est ce que la loi pose, c'est ce que la jurisprudence pose, c'est ce qu'a dit les tribunaux dans le procès des caricatures et dans toutes ces affaires-là. La distinction, elle est fine. Parfois, c'est compliqué de savoir si on est dans un cas ou dans l'autre. Mais c'est celle-là. C'est la distinction entre les atteintes aux croyances et les atteintes aux personnes. Par ailleurs, c'est évidemment un prétexte, parce qu'on voit bien que dans des pays, y compris dans des pays qui ont des législations pénalisant le blasphème, encore, comme l'Autriche, des pays qui ne sont pas laïques par ailleurs, il y a quand même des attentats. Donc en fait, on place la limite toujours plus loin. Et dans la définition que voulait imposer l'organisation mondiale islamique, j'ai oublié son nom, à l'ONU, du blasphème, il y avait toute atteinte aux objets du sacré et du religieux. Comment on fait? Le débat est ouvert, en tout cas. C'est revenir sur 1791. On y reviendra et je suis sûr que Gilles de Robien et vous, Richard il a le droit de me répondre. Aurez l'occasion de... Gilles, tu veux répondre? Ou on en parle là? Oui, Fred. Bon, alors en tout cas, vous allez pouvoir, hein, puisqu'on a un déjeuner après, échanger sur ce sujet. On avait une autre question. On vous écoute. Merci. Oui, bonjour, Gontran Lejeune, BDO. N'y a-t-il pas un processus psychologique inhérent à l'espèce humaine, qui est celui qu'a analysé Karpman sur son triangle, victime, bourreau, sauveur? Et quelle est la part aussi du conditionnement social quand on lit Éric Emmanuel Schmitt sur La part de l'autre, où si Hitler avait fait l'école d'art à Vienne, sans doute la face du monde aurait été changée. Qu'en pensez-vous?
Le conditionnement social, il est évidemment absolument déterminant et essentiel. L'école l'est aussi. Les parents le sont, mais ça c'est évidemment dans le conditionnement social. Le groupe, l'entreprise, un peu, mais l'entreprise elle arrive tard. Elle arrive quand un individu a déjà 22, 23, 24 ans. Il est déjà assez formé. C'est avant que ça se joue. Et effectivement, ce triangle-là, il est très juste. On va remercier Richard Malka. Si, il y a une autre... oui, Emmanuel Barbara. Bonjour. Pour revenir un peu sur la thématique évoquée à l'instant par Gilles Carrez, ce sera notre dernière dans question. Le cadre de cette conversation, plutôt que la blessure, parce qu'elle est éminemment subjective, il me semble que les 3 limites telles que posées par la CEDH en matière de liberté d'expression, parce que c'est un peu autour de ça qu'on parle aussi, ce sont les caractéristiques suivantes. La diffamation, l'insulte, ça ne m'intéresse pas. L'outrance, et je crois que c'est de ça dont on parle. Avec Gilles l'outrance. Donc c'est pas la blessure, mais l'outrance. Or, l'outrance, quand on regarde effectivement la jurisprudence... On va laisser finir Richard. Emmanuel. Non, je termine juste, mais la définition, la jurisprudence est très libérale s'agissant de la CEDH, aucun problème. Mais la nôtre de jurisprudence, je prends comme exemple dans un domaine qui n'est pas pénal, mais dans le domaine de l'éviction du présentateur, dont j'ai oublié le nom à la seconde. Jean-Jacques Bourdin. Non, pas celui-là. C'est la jurisprudence qui vient de sortir, il s'appelle Max, Karl, enfin je ne sais plus, non pas Karl. Max, je crois. Qui est sorti, évincé par France 2, parce qu'il avait tenu sur CNews, de mémoire, un propos du genre je vais sortir une grosse blague en plein MeToo, etc. Et ça mettait en cause les dames et leur... c'est l'histoire de la blague très drôle du pain sur la... Bon, bref, du pain dans la figure. Et donc, dans cette jurisprudence-là, la Cour de cassation, contrairement aux réquisitions de l'avocat général, a conclu à la validité du licenciement, alors même que... Voilà. Donc, c'est intéressant de voir quand même... C'est pas simple. Alors non, en fait. Là, vous parlez de la jurisprudence, effectivement, je ne comprenais pas mais vous parlez de la jurisprudence sociale. C'est-à-dire, alors là, vous avez raison, la jurisprudence considère que dans une entreprise, il y a des limites de la liberté d'expression qui peuvent aller jusqu'à l'outrance. Mais ça, c'est parce qu'on est dans le cadre de l'entreprise. Ce n'est pas du tout la même jurisprudence en matière de liberté d'expression de citoyens. Là, le critère de l'outrance n'existe pas. Soit vous êtes dans un cas prévu par la loi, effectivement, la diffamation, l'injure, l'atteinte à la présomption d'innocence, ou le racisme, l'antisémitisme, d'ailleurs qui n'existe pas aux États-Unis. Là, on est alors là, on est dans l'absolu. On est sous le premier amendement. Parce que c'est pas complètement idiot. Aux États-Unis, vous pouvez manifester avec des croix gammées. Il n'y a aucune loi qui vous l'interdit. Et le Ku Klux Klan, aucun problème. Ça nous choque, nous, parce que c'est pas notre culture. Mais dans leur idée, il y a un contexte historique parce que le roi anglais condamné à mort pour blasphème et quand on le contestait, donc il était très traumatisé par ça. Mais c'est surtout que dans leur idée, en fait, quand la liberté d'expression est absolue, eh bien les racistes, les extrémistes s'expriment dans toute la violence de leurs idées et ça fait repoussoir. Et ils pensaient que lisser la liberté d'expression, ça allait obliger ces extrémistes à avoir un discours plus séduisant et que donc ils auraient plus de succès. Bon, mais c'est pas notre culture et c'est pas notre culture juridique du tout. Mais dans notre culture juridique, s'agissant de la liberté d'expression des citoyens, ça n'existe pas ce critère de l'outrance-là. Soit on est dans l'atteinte aux personnes, et dans ce cas-là, il y a des lois qui répriment, soit on est dans la contestation des croyances et des idées, et là, il n'y a pas de critère d'outrance. Richard Malka, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été avec nous.